Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 21e épisode du Contenders Podcast, le podcast d'un passionné de la MMA qui parle de sa passion à d'autres passionnés. Les amis, j'espère que vous allez bien pour ce 20e épisode, l'épisode de la reprise. Voilà, après 3 semaines d'inactivité. Alors bon, ceux qui étaient là sur le live d'hier soir, de dimanche soir, vous m'avez revu en avant-première, on va dire, une avant-première un peu catastrophique hein, en termes d'organisation, mais on a fini par arriver à avoir un truc pas mal. Normalement, le son doit être bon. J'ai trouvé le problème pour ceux qui étaient sur le live, pourquoi le son n'était pas bon au début. Donc là, le son doit être de meilleure qualité. Si vous voyez des petits effets de lumière, un peu des trucs qui passent en... Attendez, hop. Voilà, vous voyez comme mon épaule là qui change de couleur. C'est pas j'ai activé un effet pour essayer d'avoir un meilleur éclairage. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas fou, vous me direz vos retours en commentaire. Bref, ceci étant dit, retour donc des podcasts avec un sacré week-end de MMA, à la fois passé et à venir, on va en parler évidemment. On commence donc tout bien, tout honneur par l'UFC 322, le récap. La carte était juste folle. Alors on s'y attendait, hein, puisque sur le papier, c'était sans doute la meilleure carte de l'année. Et je pense qu'on peut partir du principe que c'était même en pratique la meilleure carte de l'année. Perso, je me suis régalé. La main card était dingue. Les prélims, il y avait des choses folles. On a eu des retournements entre guillemets de situation. Enfin, c'était vraiment une carte de malade. Je me suis régalé personnellement. Et on va donc commencer le débrief. J'ai décidé de changer un petit peu l'organisation. On va commencer en fait du haut vers le bas maintenant. Comme ça, vous aurez les gros combats en premier. Et ensuite, on rentrera peut-être plus dans le détail des plus petits combats par la suite. Donc on commence évidemment par le main event, la victoire d'Islam Makhachev à la décision face à JDM. Islam qui s'empare donc d'une deuxième ceinture. Alors, il était favori. Je ne vous avais pas fait du coup de preview à cause de mon voyage au Japon, mais je le voyais s'imposer. Je le voyais s'imposer à peu près comme ça, mais je pensais quand même qu'il aurait un petit peu plus de défis debout. Non, il a dominé de A à Z. Ça a été une performance en total contrôle. Vraiment, il a été en danger quasiment à aucun moment dans le combat, à part peut-être dans le premier round, l'accélération de JDM. Mais à part ça, il a maîtrisé de A à Z. Il a quasiment brisé psychologiquement JDM. C'était vraiment impressionnant à voir. Ouais, JDM il a juste pas existé, hein, on va être clair. Je suis assez déçu de sa perf, pour être honnête, à JDM. Même si, pour ceux qui se rappellent de l'épisode débrief du 315, ouais, 315, donc JDM qui avait pris la ceinture face à Belal, je vous avais dit que pour moi, c'était plutôt une erreur de Belal en termes de game plan que vraiment une performance de JDM. Et je pense que ce combat-là l'a prouvé. Moi, je ne voyais pas JDM avoir le niveau champion. Et là, je trouve que il l'a montré dans ce combat-là. Alors, c'est pas du tout, je préfère le dire avant, c'est pas du tout pour décrédibiliser la performance d'Islam qui a fait une performance magistrale, surtout pour quelqu'un qui vient de monter de catégorie. Et en plus, 7 kilos, voilà, c'est pas rien. Hein, on ne passe pas de 57 à 61, par exemple. Non, vraiment impressionnant. Sa perf, et c'est pas du tout le but de décrédibiliser Islam, au contraire. Mais voilà, juste mettre en avant quand même que JDM n'était peut-être pas l'adversaire le plus compliqué sur le papier pour Islam. On va reparler évidemment par la suite. Mais non, ça n'empêche que la perf était impressionnante. Là où JDM a quand même impressionné, bon, impressionné le terme est peut-être un peu fort, mais où il m'a surpris, c'est dans sa capacité à ne pas se faire finir. On savait que son style à JDM, c'est donc évidemment très bon striker et assez mauvaise défense de lutte, entre guillemets, puisque lui, sa défense, il l'a fait, on va dire, à l'étape d'après. Il l'a fait notamment au sol, avec beaucoup de scrambles, beaucoup de choses comme ça. Une très très bonne défense de soumission. Et même s'il a eu beaucoup de mal à se relever avec la pression d'Islam, il a quand même été très bon, je trouve, pour défendre les tentatives de soumission, puisqu'on sait qu'Islam, euh, c'est là où il est différent, je trouve, de Khabib, c'est qu'il a un sol beaucoup plus opportuniste. Il a beaucoup plus un sol de soumission que de ground and pound qu'on pouvait l'avoir Khabib, même si, on l'a vu par moment, il est capable de mettre du ground and pound, mais c'est surtout les soumissions. Il a finalisé quasiment tous ses adversaires récents dans le domaine grâce à ça. Et là, JDM, mine de rien, sur 5 rounds, je crois qu'il y a quasiment 18 minutes de contrôle. Il arrive à pas se faire finaliser, malgré qu'il ait été dans des positions difficiles à plusieurs reprises. Donc, respect à lui pour ça. Mais bon, c'est pas en évitant de se faire finaliser qu'on gagne un combat. Donc, victoire complètement légitime d'Islam. Victoire vraiment impressionnante, hein, je le redis, parce que je veux vraiment pas que ma critique de JDM passe pour entre guillemets, le fait de sous-estimer un peu et de minimiser la performance d'Islam. Hein. C'était vraiment une performance en totale maîtrise. J'ai vu des gens se plaindre, dire que le combat n'était pas très spectaculaire. Enfin, des gens.
vu Monsieur MMA Gourou pour ceux qui connaissent, sans plaindre. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé la performance d'Islam. En fait, cette capacité à nullifier JDM, je l'ai trouvé vraiment impressionnante. Après, par contre, il y a quand même des choses, et je pense qu'il faut les noter, qui m'ont dérangé, c'est peut-être fort, mais qui m'ont un petit peu déçu, on va dire, sur la montée d'Islam. Mais bon, fallait s'y attendre. Et puis, c'est que le premier combat, hein, donc je pense qu'il va continuer à s'améliorer et à s'habituer à ce nouveau poids. Mais je l'ai trouvé assez lent debout. Alors, JDM n'a pas su capitaliser parce que j'ai l'impression qu'en fait, très vite, la menace de la lutte l'a fait complètement déconnecter debout. Mais ouais, je l'ai trouvé assez lent, Islam, même si le choix des techniques utilisées était très bon. Mais en termes d'exécution, je l'ai trouvé plutôt lent. Euh, et j'ai trouvé qu'il alors, peut-être qu'il sentait que voilà, JDM n'était plus trop dans le combat à partir du, on va dire, ouais, peut-être deuxième, troisième round. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est permis de striker. Mais j'ai trouvé qu'il avait pris quand même le risque de striker beaucoup. Alors, on sait que Islam, il a une bonne défense de striking, hein, même une des meilleures à l'UFC. Mais je trouve qu'en 77, c'est peut-être pas la meilleure approche. Certes, c'est devenu un très 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 bon striker avec le temps, notamment grâce à Javier Mendez et à son, son autre coach de striking, je sais plus comment il s'appelle. Mais pour autant, je pense qu'en 77, avec la différence de gabarit, alors là on l'a pas trop vu avec JDM, mais JDM lui-même disait que c'était pas un énorme 77 et je trouve que ça s'est confirmé dans la cage, il n'y avait pas une grosse diff de gabarit. Mais je pense que face à des 77 plus massifs, des Ousmane, des Morales, on va en reparler, même des Shafkat, des profils comme ça, s'entêter un peu comme sur le striking, comme il a pu le faire par moment, hein. Au global, ça a quand même été avant tout un match de lutte qu'il a proposé. Mais ouais, je trouve que ça peut être risqué parce que, à mon avis, la différence de gabarit pourrait payer pour ses adversaires dans ce genre d'affrontement-là en striking. Donc attention à ça. Mais sinon, au global, si on a un Islam, et c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, alors j'ai fait deux miniatures, donc selon celle d'Islam, j'ai marqué invincible parce que franchement, s'il vient avec un game plan de lutteur, j'ai beaucoup de mal à voir quelqu'un aujourd'hui, enfin, dans les 2 ans à venir, 1 an, 2 ans à venir, lui prendre la ceinture. Euh, il y a des match-ups qui peuvent être compliqués. Je pense notamment à un Kamaru, par exemple, si on a... Alors on l'a vu dans le combat face à Buckley, il a été très bon. Après, est-ce que face à un adversaire plus compliqué, il peut lutter pendant 25 minutes, des choses comme ça, on verra. Mais sur le papier, je pense que Kamaru peut être un combat assez difficile pour Islam, mais je vois quand même Islam devant. À mon avis, la fraîcheur physique, on va dire, d'Islam par rapport à celle de Kamaru pourrait jouer là-dedans. Mais ouais, franchement, la performance est exceptionnelle. Je vais être clair. Si, je précise, parce que selon moi, ça va être vraiment la clé de son rôle en 77, c'est s'il vient pour lutter. Là, il faut qu'il se transforme vraiment, enfin, à mon sens, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense vraiment qu'il faut qu'il vienne en tant que lutteur et qu'il se transforme pas en Ramzat non plus, mais vous voyez, je pense que c'est quand même important qu'il garde un petit pourcentage de striking pour justement se permettre d'avoir ces entrées au sol, enfin ces entrées en lutte qui soient très très bien timées, parce qu'il en a eu quelques-unes qui étaient magnifiques. Je pense à un double leg notamment, je ne sais plus dans quel round, ça doit être vers le milieu du combat, peut-être round 3 ou round 4, qui est tout simplement sublime, enfin, un timing qui est fou. Et ça, je pense, c'est aussi permis par son striking. Donc, faut pas non plus qu'il fasse que du Ramzat à juste lutter, parce que peut-être qu'avec la différence de gabarit, il pourrait se faire défendre, mais si il strike juste ce qu'il faut pour pouvoir timer ses entrées en lutte, ouais, il va être très très compliqué à prendre. Voilà. Donc pour moi, la clé, c'est juste de ne pas se transformer en striker. Mais en tout cas, voilà, une performance juste exceptionnelle. 11e double champion de l'histoire de l'UFC. Premier à le faire en 77, enfin à faire 70 et 77 dans ce sens-là. BJ Penn l'avait fait, mais dans l'autre sens. Il avait fait d'abord 77 et ensuite descendu à 70. Mais c'était pas exactement la même époque. Là, franchement, non, c'est juste bluffant. Là, Islam, et j'en parle pas trop parce que je prévois une vidéo dédiée sur le sujet dans la semaine. Mais ouais, il commence à avoir pas mal d'arguments pour le statut de GOAT. Et je pense que s'il arrive à poursuivre ce genre de performance à l'avenir, très très vite, il peut rentrer dans la discussion. Donc non, c'est juste une performance magnifique, pas grand-chose à dire de plus. Pour ce qui est de la suite, je suis assez curieux de voir qui c'est qui vont lui mettre. Je vais en parler, mais le combat face à Morales m'intrigue que moyennement, pour être honnête. C'était pas forcément le. Alors, sur le plan physique, ça peut être intéressant parce que Morales, je vous fais pas un dessin, hein, le mec est un buffle. On dirait un middleweight, hein, quasiment en termes de gabarit. Il est vraiment impressionnant.
mais techniquement parlant, je le trouve encore pas mal en dessous. Et j'ai peur en fait qu'on ait un remake un peu là de ce qui s'est passé avec JDM, mais en plus expéditif dans le sens où je pense que clairement un Islam qui vient pour lutter, il peut soumettre Morales assez rapidement, c'est peut-être un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense que ça n'irait pas à la décision. Il y a un combat qui m'intéresse beaucoup plus, combat dont on va reparler dans la partie preview, c'est face à un potentiel ça Yengari, s'il s'impose face à Belal, ça c'est un combat qui m'intéresserait beaucoup, parce que le style de Yengari, beaucoup sur les déplacements, beaucoup sur le volume, très bonne gestion de distance, tout ça, bonne défense de lutte, mine de rien, c'est quelque chose qui peut m'intéresser face à Islam. Donc je serais assez curieux de voir ce combat-là, pour être honnête, c'est quelque chose qui m'intéresserait plus que Morales, parce qu'après, honnêtement, il n'y a pas de Kamaru. Alors comme vous l'avez vu, comme je l'ai dit plus tôt, moi c'est le match-up aujourd'hui qui m'intéresserait le plus, Kamaru, mais est-ce qu'il est légitime avec juste une victoire face à Buckley, alors qu'avant ça, elle était sur 3 défaites, si je dis pas de bêtises. C'est délicat, donc peut-être pas directement Kamaru, peut-être qu'il faudrait une victoire de plus à Kamaru, mais moi, c'est le match-up aujourd'hui qui m'intéresserait le plus. Alors, il y a un match-up qui m'intéresserait plus que tout, évidemment, vous le savez, si vous suivez depuis quelques temps, c'est celui avec Topuria, mais je pense quand même qu'il faut que Topuria fasse une défense de son titre de lightweight avant. Je verrai bien ce combat, on va en reparler dans les actus sur la Maison Blanche, donc je pense que là, ça sera pas peut-être pas la prochaine défense d'Islam. À mon avis, Islam pourrait peut-être faire une défense avant et ensuite le combat avec à la Maison Blanche et de même pour Topuria. Donc, ouais, le combat entre guillemets hors Topuria qui m'intéresserait le plus, ça serait Kamaru et sinon Yann Gary. Mais ouais, Morales, pas un grand fan. Et donc, pour ce qui est de JDM pour la suite, euh, pour moi, le combat qui aurait le plus de sens, c'est Brady pour la simple et bonne raison que ça permettrait de faire un test mutuel. C'est-à-dire que JDM, on a vu que là, il a eu des difficultés sur le plan de la lutte et du grappling. Et Brady s'est fait mettre KO donc debout en striking, même si je pense qu'il y a des circonstances atténuantes, on va en reparler. Donc pour moi, ça serait un beau combat entre les deux parce que les deux sont dans le top et ça permettrait de se tester dans ce qui a manqué, on va dire, dans leurs défaites respectives. Donc voilà pour ce combat. Ouais, encore une fois, hein, juste impressionnant. Islam vraiment monstrueux. Clairement, un des meilleurs combattants de la génération, si ce n'est le meilleur combattant de cette génération. De toute façon, ça, c'est une réponse qu'on aura quand on aura Topuria Islam, parce que j'espère vraiment qu'on aura ce combat. Voilà. Pour parler de meilleure combattante de sa génération, je pense qu'on peut passer directement à la masterclass de Valentina Shevchenko face à Zhang Weili, donc qui s'impose à la décision. Décision évidemment unanime, hein. Je n'ai plus le scoring des juges en tête, mais à mon avis, elle a dû s'imposer 50-45 pour les 3 juges. Complètement annihilé Weili. Enfin, je suis un grand fan de Zhang Weili, c'est sans doute ma combattante préférée. Mais là, il n'y a pas eu match, hein, il n'y a vraiment pas eu match. Alors, la différence de gabarit a quand même joué. On a senti que la différence d'allonge et de physique a joué, notamment sur les phases de clinch, sur les entrées de Weili qui se faisaient très souvent contrer. Mais on a quand même vu que c'était pas que le gabarit, c'était aussi un différentiel technique. Je vais être clair pour moi, aujourd'hui, on peut considérer que Valentina Shevchenko est la goth des femmes. Je sais qu'il y aura toujours l'ombre d'Amanda Nunes avec les 2 défaites, même si la deuxième est un peu controversée. Euh, mais là, pour moi, en termes d'adversité, de longévité, Shevchenko, on n'a jamais vu ça, c'est juste, enfin, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, petit aparté, je trouve que c'est une victoire qui donne beaucoup de crédit à Manon, puisque donc Weili est quand même aujourd'hui numéro 2 pound for pound, et pour une bonne raison. J'espère qu'elle va pas passer troisième derrière Kayla Harrison, parce que pour moi, elle mérite de rester deuxième. Et on voit qu'elle a perdu les 5 rounds, alors que Manon, en a quand même pris 2. Donc franchement, vraie performance de Manon, du coup, quand on remet ça en contexte avec ce combat-là. Mais ouais, Shevchenko est juste trop forte, c'est impressionnant. Et puis ce qui est fou, c'est qu'elle est monstrueuse dans tous les domaines. En striking, elle est exceptionnelle. Elle a un coup d'œil, un timing, une sélection de coups qui est folle. Enfin, elle était sur tous les contres possibles imaginables et c'est quasiment pas fait de toucher du combat. Dans toutes les distances, que ce soit en clinch, que ça soit à distance d'anglaise, à distance de kick, c'était impressionnant. Au sol, elle a été là, il y a pas eu match. Au sol, il n'y a pas eu match. Un contrôle, une capacité à bloquer le jeu de Wally, c'est juste bluffant. En lutte, pareil. Alors que pourtant, on sait que Wally, on l'a vu face à Suarez, Tatiana Suarez, donc dans son dernier combat pour Wally, elle a une excellente défense de lutte, mais là, il y a pas eu match. Enfin, elle a été surclassée dans tous les domaines. C'est fou. C'est fou. Je sais que le MMA féminin, c'est pas quelque chose qui parle à la majorité
du public, on va dire du grand public MMA. Et pour être très honnête, je regarde pas tous les combats, loin de là, du MMA féminin, mais des combats comme ça, voilà, faut reconnaître, c'est juste phénoménal. Une telle performance, que ça soit. En fait, je trouve que cette soirée, enfin, le haut de cette soirée avec les combats pour le titre, on a vu deux des plus grands du sport, quoi. Entre que ça soit Islam ou Valentina, ça a été deux dominations face à des champions. C'est juste bluffant. Donc, ouais, Valentina, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on peut clairement la considérer comme la goth des femmes. Elle est déjà de manière incontestable la goth des 57 à l'UFC et au global. Et à mon avis, le plus terrifiant, c'est quand on voit une performance comme ça, ou celle qu'elle a faite face à Manon, on peut clairement se demander ben, quelle est la limite, parce qu'elle l'a dit elle-même après, dans l'après-combat, elle a dit qu'elle se voyait tant que son corps y suivait, elle se voyait continuer. Et là, que ce soit en termes d'explosivité, de timing, de tout ça, j'ai même pas l'impression qu'elle ralentisse trop. Alors, elle doit être quand même naturellement sur un léger déclin, hein, puisque pour rappel, Valentina Shevchenko, elle combat professionnellement depuis qu'elle a 15 ans, depuis 2003, je crois. Donc c'est terrifiant, enfin, c'est juste impressionnant. Donc il y a quand même un déclin hein, qui doit se faire d'une manière ou d'une autre, mais non, c'est juste bluffant. C'est juste bluffant. Voilà, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'était une performance juste phénoménale. Pour ce qui est de la suite, pour Shevchenko, il y a deux noms moi, qui me semblent pertinents. Le premier, et à mon avis, c'est vers ça qu'on va se diriger, c'est Natalia Silva. Elle était dans le public. Shevchenko la call-out. C'est le combat à faire. Pour être très honnête, pardon. Pour être très honnête, après une performance pareille, je ne vois pas Natalia Silva faire quoi que ce soit, hein, même si elle est plus jeune, même si je pense que ça va être très compliqué, honnêtement. Et l'autre option, évidemment, ça serait ben, qu'elle-même monte de KT pour aller affronter Kayla Harrison. Je ne sais pas trop comment ça se goupillerait parce qu'on a Amanda Nunes qui tease un retour avec Harrison. Je pensais que ça aurait lieu peut-être à la Maison Blanche, puisque Harrison est une américaine, ce serait un beau combat. Mais si ce combat a lieu, peut-être faire en sorte que Kayla, enfin que Shevchenko prenne la vainqueur derrière. Et si c'est Harrison, mais ça serait voilà, l'occasion d'être la deuxième à battre Harrison, puisqu'il a perdu contre Pacheco, il me semble, au PFL. Et si c'est Nunes, ben, ce serait l'occasion de prendre sa revanche. Dans les deux cas, ça lui permettrait de cimenter son statut. Mais voilà, aujourd'hui, à moins qu'elle dure trop longtemps dans le temps, je ne vois pas franchement qui peut battre Shevchenko. J'avais espoir, après la défaite de Manon, qu'avec les bons ajustements, le bon game plan, elle puisse le faire. Là, après cette performance, je vous avoue que je ne vois pas qui peut la battre. Franchement, je ne vois pas qui peut la battre. Elle est juste exceptionnelle et c'est une athlète comme on en reverra peut-être jamais chez les femmes. Donc, énorme, énorme respect à elle pour cette performance. Et pour Weili, pour finir là-dessus, Mackenzie Dern, je pense, je vais être très clair, je pense que Mackenzie Dern va perdre la ceinture aussi vite qu'elle l'a gagnée. À mon avis, Weili va redescendre et va la prendre. Je pourrais même voir une victoire par KO, honnêtement, face à Dern. Ceci étant dit, on passe sur la suite de la main card avec cette victoire expéditive de Morales qui met KO Brady dans le premier round. Alors, victoire impressionnante, certes, mais victoire avec un astérix selon moi. Je suis assez déçu en réalité par le combat, pour la simple et bonne raison que selon moi, je dis bien selon moi, pour le moment rien n'est sorti là-dessus, mais je pense que ça sortira peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. Brady était blessé, puisque bon, ben, mettre deux genouillères, c'est pas anodin dans un combat, on fait pas ça pour rien. Le fait qu'il ne lutte pas du tout, même quand il se fait connecter sur l'enchaînement de fin, il lutte même pas. Il cherche même pas à attraper les jambes, donc je pense qu'il était blessé et qu'il n'était pas en capacité de lutter. Euh, Dommage du coup, parce que pour moi c'est une victoire qui veut pas dire grand-chose. Si c'est le cas, hein, peut-être qu'en fait, il n'était pas blessé, c'était juste un mauvais game plan. Parce que pour moi, ne pas lutter face à Morales, quand on voit comme il frappe fort debout et la différence d'allonge, ça serait une erreur énorme. Mais donc, admettons voilà, qu'il soit blessé. Pour moi, c'est une victoire qui ne veut pas dire grand-chose parce que on sait que Brady n'est pas un striker. Certes, il a progressé dans le domaine, mais sa grande force, c'est la lutte et surtout le sol. Donc, en fait, c'est une victoire qui, malheureusement, pour pas grand-chose, je trouve, pour la suite. Certes, Morales est impressionnant physiquement, ça on le savait, il l'a montré face à Burns, il l'a montré dans beaucoup de ses combats. C'est vraiment une bête physique, hein, pour le coup, ça c'est clair. Mais d'un point de vue technique, on sent quand même qu'il est brouillon. Après, il a que 25 ans, donc c'est quelqu'un qui va progresser beaucoup. Mais un peu à l'image de ce que je disais pour JDM, pour moi, c'est une victoire qui
veut pas réellement dire que Morales a sa place dans le top. Parce que là, il va arriver peut-être à une victoire comme ça. Il va peut-être être contender numéro 2, on va dire, si JDM prend la place de numéro 1 après sa défaite. Donc, ouais, pour moi aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a prouvé assez pour avoir cette place-là, du fait de cette victoire qui, à mon sens, encore une fois, est due beaucoup à une blessure de Brady. Encore, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense vraiment que Brady était blessé vu les circonstances et le fait qu'il ne lutte pas du tout. Donc assez dommage, c'est ce qui m'intéressait, hein, moi clairement, c'est de voir comment est-ce que Morales allait défendre la lutte de Brady. Malheureusement, donc on n'a pas d'infos sur ça. Je suis assez déçu pour Brady. Moi, c'est un combattant que j'aime bien. Je trouve que bah, il méritait d'avoir son title shot et donc là de voir cette défaite-là. Après, en soi, si qu'on m'a blessé, malheureusement, c'est le risque, hein. Il a choisi de prendre le combat. C'est le risque du sport, malheureusement. Mais voilà, je trouve ça dommage en quelque sorte que ça finisse comme ça. Parce qu'en plus, c'est un combat que j'aurais beaucoup aimé voir face à Islam. Je pense que je parlais de Kamaru Usman plus tôt parce que là, Brady, du coup, ben, n'est plus trop dans la discussion avec cette défaite-là. Mais si on prend toute la catégorie, je pense que Brady aujourd'hui est peut-être le style qui poserait plus de problèmes à Islam. Donc, déçu de ne pas avoir cette opposition. Si Morales combat Islam, comme je l'ai dit, je vois pas trop ce qu'il peut faire, honnêtement. Je pense qu'il aura beaucoup, beaucoup de difficultés. Je ne le vois pas en capacité de défendre plus que ça les amener d'Islam, surtout pendant 25 minutes. Et à mon avis, il finira par se faire mettre au sol. Et une fois au sol, je pense pas que techniquement, il est le niveau pour résister à l'opportunisme en soumission d'Islam. Donc voilà, je verrai une soumission, à mon avis, assez expéditive d'Islam. Donc ben, pour la suite, du coup, vous l'avez vu, hein, comme je l'ai dit, soit Morales contre Islam, si Islam, enfin, si c'est la direction que prend l'UFC, par exemple, si Yann Gary s'incline face à Belal, ou sinon Morales face à Ousmane pour déterminer le prochain pour le titre. Ça, c'est un combat qui me plairait, un petit peu pour les mêmes raisons que JDM contre Brady. On sait que Ousmane a une excellente lutte, pour le moment pas trop de tests sur la défense de lutte de Morales, donc ça pourrait être intéressant en vue d'un combat face à Islam. Et pour Brady, ben donc je l'ai dit, Brady contre JDM. On continue dans cette catégorie magnifique et les 77 kilos, vraiment c'est clairement la catégorie du moment à l'UFC. Moi, vous savez que je suis un grand fan des petites KT 57-61. Mais là, c'était difficile de dire, franchement, d'aller contre le fait que les 77 soient aujourd'hui la meilleure catégorie de l'UFC, du moins la plus intéressante à suivre et la plus divertissante. Donc, Carlos Prates qui s'impose par KO dans le deuxième round face à Leon Edwards. KO terrifiant. C'est assez rare, franchement, de voir un coup qui fait clairement projeter en arrière l'adversaire. On savait que Prates avait un knockout power terrible, mais là, bon, bah, il le prouve une fois de plus. Pour rappel, c'est quand même le seul mec à avoir mis KO Li Jingliang, Geoff Neal et maintenant Leon Edwards. Donc, bon, c'est le genre de prestations qui n'arrivent pas par hasard, hein, on va être honnête. Et pour moi, c'est d'autant plus impressionnant que Edward semblait très très bien parti dans le combat. Souvent, ça a été le cas face à Brady par exemple, ou face à Belal. On a l'impression qu'il psychologiquement, il y a un truc qui va pas, qui cache chez lui et qu'il n'est pas dans son combat. Là, je trouve qu'il faisait vraiment un très bon combat. Debout, il était bon. Le game plan de chercher à striker pour lutter pour striker, j'ai trouvé très pertinent. On a senti qu'au sol, il dominait à la fin du premier round. Donc, ouais, vraiment, très, très, très belle perte d'Edward jusqu'au KO. Et pour moi, ça met d'autant plus de crédit sur la victoire de Prates, puisque s'il avait affronté un Edwards qui était complètement absent, comme il l'a été face à Brady, la victoire aurait été belle, hein, quand même, parce que voilà, dans tous les cas, mettre KO un ancien champion, c'est toujours beau, peu importe l'état d'esprit dans lequel il arrive, mais là, il était vraiment en forme. Donc, c'est d'autant plus impressionnant. Ouais, je suis vraiment, vraiment impressionné par cette victoire-là. Clairement, la plus belle victoire de Prates, hein, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Quelques petits détails, on va dire. La défense de striking de Prates, il prend quand même des coups. Son style un petit peu nonchalant, attention face à des plus gros frappeurs dans la catégorie. Je pense à Morales par exemple. Je pense que techniquement parlant, Prates est au-dessus, il n'y a pas de doute. Mais un mauvais coup est vite arrivé. Donc son style avec les mains basses, tout ça, faut faire attention. C'est au sol peut-être aussi à voir.
Alors, il ne s'est pas fait finaliser ou quoi, mais on a senti quand même qu'il était en difficulté au sol. Edwards est un combattant très complet, donc c'est pas honteux non plus, mais face à des plus gros grappleurs, ben, je pense notamment à Monsieur Islam Makhachev. Voilà, s'il finissait par avoir le title shot, honnêtement, j'y crois peu. Hein, j'y crois peu le title shot pour Prates, mais avec une victoire de plus, ça serait pas déconnant du tout. Voilà, là de ce qu'on a vu, je pense que face à Islam, ce serait compliqué. Après, il peut encore progresser depuis, mais ouais, c'est vraiment un énorme potentiel Prates. Sans doute, il le dit lui-même, mais je pense qu'il a raison, le 77 kilos le plus divertissant, et puis au global, un des combattants les plus divertissants de l'UFC. Donc vraiment, vraiment très, très hypé pour la suite pour lui. Et on va suivre ça avec attention. Pour la suite, d'ailleurs, parlons-en. Pour moi, le combat à faire aujourd'hui, c'est Prates contre Shavkat, quand Shavkat reviendra de blessure, pour déterminer le contender numéro un. Alors, c'est le problème de cette division, c'est qu'en fait, il y a à peu près 1000 combats qui peuvent déterminer un contender numéro un, mais ça ferait partie de ces combats-là. Parce qu'aujourd'hui, Shavkat, il méritait d'avoir le combat pour le titre après sa victoire face à Gary. Aujourd'hui, avec l'inactivité, pour moi, ça serait illégitime. Donc, un combat face à Prates pour déterminer comment dire, le prétendant numéro un, ça serait assez pertinent. Et même stylistiquement, ce serait un beau combat. Deux combattants très spectaculaires. Deux combattants voilà, qui sont connus pour leur. Alors, pour Prates, pour sa force de frappe. Pour Shavkat, il a quand même un gros menton. Il va tout le temps à la guerre. Donc, ça peut être un combat très intéressant. Et je peux voir les choses, honnêtement, se passer dans les deux sens. Je peux voir Prates déconnecter Shavkat qui avance en faisant du Shavkat et qui prend un mauvais coup. Et à la fois, Shavkat briser, entre guillemets, Prates avec son rythme, son volume, tout ça et arriver peut-être à l'amener au sol et à le soumettre. Donc c'est un combat qui m'intéresserait beaucoup et je pense que ça serait clairement un combat magnifique à faire sur 5 rounds, puisque vu le style des deux, enfin, un 3 rounds serait sympa aussi vu le style des deux, mais j'aimerais bien voir ça sur 5. Donc ça pourrait être un très très beau main event pour déterminer le prochain à combattre pour le titre. Et pour Edward, il y a deux noms qui me paraissent pertinents. Là aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il regarde bien bien derrière lui. Le premier serait Buckley. Striker contre Striker, ça pourrait être un super combat. Et l'autre, ça serait Bonfim. Donc Gabriel Bonfim qui vient de s'imposer face à Randy Brown. Je pense que ça pourrait être un beau combat. Dans les deux cas, il serait peut-être favori, je dirais. Du moins contre Bonfim. Buckley, comme il vient de prendre un KO, selon quand se fait le combat, Buckley est quand même dangereux debout. Ça pourrait être risqué. Mais voilà, je pense que c'est deux combats à sa portée. Et pour le coup, c'est le dernier, on va dire. Step avant vraiment de considérer que Edward est fini quoi. Parce que là il a encore fait il aurait fait un mauvais premier round et il serait fait éteindre direct. Je vous aurais dit bon, on peut définitivement mettre de côté Edwards pour le top de la KT. Là il faisait quand même une belle perf. Je pense que c'est juste qu'il est tombé sur plus létal que lui. Donc à voir. Si perd face à Buckley ou bon film, pour moi là effectivement faudra mettre de côté Leon Edwards pour la suite de la KT. Et on finit cette main card par le combat qui nous intéressait le plus, évidemment, en tant que Français. Notre BSD national qui a signé la performance de la soirée, peut-être. Alors, bon, ça dépend ce qu'on prend en compte pour performance. En tout cas, peut-être la victoire la plus impressionnante, puisque ben, il s'impose en 16 secondes, hein, rien que ça, face à Darius, face à un très solide combattant. Voilà, il ne faut pas tomber dans le. Alors, quoique, je dis ça, mais j'en ai pas trop vu. Parce que souvent, quand on a un Français qui gagne, il y a toujours des mecs pour dire ouais, mais l'autre il était fini, tout ça. Bon, voilà, en attendant, Darius a été un top pendant très très longtemps. Il l'a prouvé d'ailleurs qu'il était toujours, hein, je ne sais pas pourquoi j'utilise l'imparfait, parce que il s'est imposé face à Moïcano avec une très belle performance. C'est juste que voilà, BSD a fait, on va dire, la performance parfaite. Il a utilisé son clinch. On sait qu'aujourd'hui, c'est une des deux grosses forces, selon moi, de BSD. Son clinch et sa lutte et son sol. Bon, ça fait trois forces, on va dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, en tout cas, debout, c'est clairement sa grosse force pour moi, le clinch, et il l'a prouvé là, avec un très très bel enchaînement pour finaliser. Pourtant, ça n'a pas assuré le low kick qu'il a pris au début. Là. Il a vraiment une grosse puissance. De toute façon, on le sait que Darius a une grosse puissance de frappe, que ce soit avec les poings ou avec les jambes. Mais voilà, juste masterclass de BSD, hein. Franchement, il y a rien à dire. C'est juste exceptionnel, exceptionnelle performance. J'ai trouvé aussi, alors ça a duré 16 secondes, donc il n'y a pas grand-chose à noter, mais du peu qu'on a vu, j'ai bien aimé la responsabilité défensive de Benoît. Il rentre un moment sur une petite combinaison et il ressort directement, ce qui est quelque chose qu'il faisait pas trop d'habitude, et du coup ça lui permet d'esquiver un contre.
Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Vraiment, vraiment hâte de la suite. Franchement, au global, c'est un combat tellement court qu'il n'y a pas grand-chose à analyser, hein, pour être honnête. Il faut juste saluer la performance de Benoît et voilà, remettre en perspective que c'est quand même Darius, un mec qui est top 10 depuis des années maintenant. Donc respect à lui pour cette performance exceptionnelle. Et surtout, ça montre pour moi que la connexion BSD Nicolas Haute porte ses fruits, quoi. On sent vraiment une progression et un affinage de l'approche de BSD combat après combat et c'est très 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 positif pour la suite. Vraiment, c'est voilà, aujourd'hui je trouve un duo qui a fait ses preuves comme le duo Nassour Nicolas Haute l'a fait également. Donc très 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 intrigué par la suite. Pour autant, je fais un petit mais. Vous avez vu une des deux miniatures, c'était top 5 pour l'interrogation. Pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas rusher des choses. On peut avoir envie, voilà, BSD sur deux, même trois, mais surtout deux, on va dire, très belles performances. On peut avoir envie de le propulser de nouveau très haut. Si l'UFC lui propose, difficile de refuser, hein, on sait comment l'UFC fonctionne. Mais s'ils ont le choix, moi, je serais plutôt d'avis de monter étape par étape. BSD, il est jeune, il a le temps, il est actif, donc en fait, même si là maintenant il prend pas un top 5, ben, s'il fait une victoire de plus, il en aura un top 5. Donc en soi, c'est juste une question de quelques mois, quoi. Donc pour moi, il faut juste pas qu'il rush trop, qu'il prenne les choses étape par étape, qu'il continue à affiner ce travail avec Nicolas Haute, à travailler sur ses forces, à gommer ses faiblesses. Et je trouve que voilà, il est vraiment en train de faire d'énormes progrès. Et ça serait dommage de entre guillemets, gâcher ça en prenant un step-up trop fort. Typiquement, la BMF. Alors, je doute qu'il l'ait, hein, dans tous les cas, parce que pour moi, le combat Oliveira-Holloway a beaucoup plus de sens pour la BMF. Mais admettons que voilà, ils soient en position d'avoir la BMF face à Holloway. J'exclus pas le fait qu'il puisse gagner face à Holloway, mais aujourd'hui, c'est un combat qui me paraît un petit peu trop pour BSD. D'ici 6 mois, un an, je ne sais pas si je dirais la même chose, mais en tout cas, à l'heure actuelle, Holloway me paraît être un combat quand même assez dangereux, puisqu'il est très bon en défense de lutte. Debout, ben, c'est tout simplement un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il prenne son temps, Benoît. Il a le temps. Euh, il est encore très jeune. Il progresse énormément de combat en combat. Voilà, il faut qu'il prenne le temps. Donc pour moi, il y a deux noms qui auraient du sens. Le premier, c'est Gamrot. Certes, c'est pas très vendeur puisqu'il vient de se faire littéralement rouler par Oliveira, mais ils vont être à peu près au même stade dans le classement. Les deux se sont chauffés à plusieurs reprises. Donc pour moi, c'est un combat qui aurait du sens et c'est un combat aujourd'hui que je vois prenable pour BSD. Attention à pas tomber dans la facilité et à dire ouais, ben, Gamrot s'est fait tuer par Oliveira, BSD va le tuer. Non, non, ça sera pour moi, on sera vraiment pas loin du 50-50 parce que Gamrot est un excellent combattant, mais c'est pour moi le genre de combat qui est légitime, un step-up voilà, étape par étape. Ou alors l'autre option, ça serait Hooker si il s'incline face à Tsaroukian. Vous allez le voir, on va en parler dans la preview. Pour moi, il va s'incliner. Donc, ça serait un combat voilà, intéressant aussi. Deux profils très différents, mais deux profils qui sont, selon moi, à la fois prenables pour BSD et à la fois, comment dire, un step-up cohérent. Voilà. Je pense typiquement que un Oliveira, un Holloway, un Tsaroukian par exemple, et des mecs comme ça aujourd'hui, je dis pas que BSD peut pas les passer, mais ça serait des combats un petit peu trop risqués pour le moment. Donc voilà, qui prennent son temps, qui continue à progresser comme il le fait, et d'ici 6 mois, un an, je pense qu'il pourrait vraiment prétendre à ce genre de combat-là, et pourquoi pas même une ceinture si tout se passe bien. Je dis bien si tout se passe bien, hein. Je ne suis pas en train de dire que BSD a le niveau de ceinture aujourd'hui. Attention, je suis le premier à le dire. Il ne faut pas trop s'enflammer sur le victoire de nos Français parce qu'après on est déçu. Il faut être cohérent et réaliste. Voilà, c'est bien d'être passionné, tout ça, mais il faut être réaliste. Donc pourquoi pas voilà, une ceinture si tout se passe bien en 2027, mais pas besoin de rusher. Voilà, BSD, encore une fois, je crois que j'ai dit 15 fois, hein, depuis le début de cette section, mais voilà, il est encore jeune, il a le temps, donc voilà, je préférais voir ça pour notre Benoît. Et pour ce qui est de Darius, un petit mot sur lui quand même. Je pense que c'est un combattant qu'on est beaucoup à apprécier parce que c'est un combattant voilà, qui est toujours humble, qui fait ça. Il s'affiche souvent avec sa famille dans les MBDL et tout, donc c'est toujours difficile de voir une troisième défaite comme ça parce que, ben, pour rappel, il avait souffert des défaites assez similaires face à Taraucan et Oliveira. Donc voilà, après, bon, ben, c'est le jeu, hein, c'est le jeu du combat. J'espère juste vraiment que l'UFC ne va pas se servir de lui pour faire monter des mecs un peu dangereux, genre
c'est pas des Corey Fernandez, des mecs comme ça, des Ruffy, des gars. J'espère vraiment qu'il va pas servir entre guillemets de tremplin comme ils le font beaucoup avec des mecs un peu sur le déclin. Il y a un nom, moi, qui me plairait beaucoup pour affronter Darius, qui serait Glenn Dawson s'il s'impose face à Manuel Torres ou 323, puisque à la fois ça serait donc un combat contre un jeune prospect, on va dire. Enfin, il n'est pas tout jeune, Glenn Dawson, mais je crois qu'il a 30 ans, 31 ans. Mais voilà, ce serait un combat donc, contre un prospect s'il s'impose face à Torres. Et à la fois, ce serait un combat dans lequel Darius a pas trop de risque de prendre un sale KO. Il peut toujours en prendre un parce que je pense que vraiment le menton aujourd'hui c'est compliqué. Mais Dawson, c'est plus un lutteur, donc ça, en plus, ça serait une belle opposition au sein du même style. Donc voilà, c'est le combat moi, que j'aimerais voir pour Darius, mais comme je vous le dis, j'ai très très peur qu'ils lui mettent un Ruffy ou un mec comme ça, quoi, pour, euh, pour, entre guillemets le dégager et faire monter un mec à sa place, ce qui serait assez terrible. Voilà pour la main card. On passe donc maintenant à la prélim qui était tout aussi belle, hein, presque, je pense qu'on peut le dire. Commençons donc par le main event de la prélim avec une performance que j'ai adorée personnellement. Bonical qui met KO dans le troisième round Rodolfo Vieira. Magnifique performance, tout simplement. Je pense qu'on peut pas dire mieux. Il a dominé de A à Z, quasiment jamais été en difficulté. Il a montré d'énormes progrès, je trouve. Alors, il faut quand même contextualiser, c'est Rodolfo Vieira en face, hein. Il affrontait pas Adesanya, mais voilà, on a quand même senti de gros progrès en striking, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus stratège dans son striking, moins brouillon. J'ai beaucoup aimé, bon, les phases de lutte, on le sait, hein, que Bonical est un lutteur exceptionnel, ça, il y a plus de doute et il n'y a plus à le prouver. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette performance de Bonical. Je trouve qu'il paraît aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus, motivé sur sa carrière. Je l'ai trouvé vraiment pas complètement changé dans cette victoire-là, mais franchement, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette performance-là. Et j'ai hâte de voir la suite pour lui. Franchement, je pense que s'il garde cette approche-là, qu'il continue à progresser, qu'il monte petit à petit, important. J'espère que ni lui ni l'UFC ne vont pas se mettre en tête d'essayer d'avoir d'un coup un gros nom de nouveau pour le monter. Je pense qu'il faut qu'il monte progressivement. Il est encore jeune dans ce sport-là, il fait de gros progrès. Et il a clairement le talent, hein. Il est jeune, il est talentueux. Il faut qu'il prenne son temps. Et je pense que d'ici quelques années, c'est peut-être quelqu'un qu'on pourrait voir dans le top de la division de nouveau enfin de nouveau. Pas de nouveau parce qu'en soi il n'a jamais été dans le top de la division, mais je veux dire, il a quand même eu une opposition avec RDR qui était lui relativement dans le top. Donc voilà, très, très belle performance de Bonical. Je pense qu'il fallait en parler quand même. C'est toujours aussi positif, moi, je trouve, de voir un invaincu qui perd son zéro et qui revient aussi bien de sa première défaite. D'autant plus que là, ben, dans le cas de Bonical, c'était quand même quelqu'un sur lequel il y avait énormément de hype. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la hype s'est un peu écroulée vu la défaite face à RDR. Surtout que c'est une défaite qui, dans un temps, a bien vieilli parce que RDR a fait beaucoup de belles choses, mais a fini par, entre guillemets, mal vieillir, puisqu'il s'est littéralement fait rouler dessus par Allen. Donc voilà, mais voilà, je pense que là aujourd'hui on est sur une perf qui est quand même rassurante pour l'avenir de Bonical et je pense que c'est un nom qu'il faut garder à l'œil. Beaucoup l'ont enterré. Moi, si vous vous rappelez bien, je pense que je sais pas si je faisais les podcasts à cette époque déjà. Euh, En tout cas, j'en avais parlé dans un podcast, je pense que j'avais fait le top des prospects de catégorie, un truc comme ça. Et pour moi, ouais, clairement, Bonical, il faut le garder à l'œil. C'est pas parce qu'il a perdu face à RDR qu'il faut complètement l'enterrer. Et il l'a prouvé dans cette victoire-là. Pour la suite, du coup, pour lui, pour moi, ça serait bien de lui donner un nom, mais un mec sur le déclin. Et le meilleur nom que je trouve pour ça, c'est Gastelum. Voilà, Gastelum, on sent qu'il est pas l'ombre de lui-même, ce serait un peu fort de dire ça, mais il est plus du tout à son prime. C'est un nom qui est clairement prenable pour moi face à Bonical, enfin pour Bonical, tout en étant un test cohérent pour continuer à monter un petit peu. Et voilà, j'aimerais beaucoup voir ce combat. On reste chez les 84 avec Grégory. J'ai un trou. Grégory Rodriguez, c'est ça que je dis pas de bêtises. Robocop. Je vérifie rapidement. Grégory Rodriguez, voilà, ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Ce qui est plutôt rassurant à 24 ans, hein, on va pas se mentir. Du coup, qui bat à la décision Roman Kopilov. Combat fun, franchement, deux très bons strikers. Enfin, bons strikers. Voilà, après, je vais être honnête, je vois ni l'un ni l'autre aller beaucoup plus haut dans le classement. Je pense que ça sera des noms qui vont rester, qui vont flotter autour de la 15e, 20e place.
mais toujours des profils intéressants à voir. Après, Kopilov, il commence à enchaîner pas mal de. Enfin, je sais pas si. Attendez, je revérifie, j'ai la page juste là. Il a pris pas mal de défaites récentes. Après, là, je crois qu'il restait sur une victoire. Ah non, il est sur deux défaites d'affilée. Voilà, deux défaites d'affilée et il est en 3-2, enfin 2-3 sur ses 5 derniers combats. Donc assez compliqué. Voilà, un nom qui a du potentiel parce qu'il est quand même relativement 34 ans. Ouais, il est pas tout à fait très jeune pour la KT, mais 34 ans en middle, ça va encore. Mais donc voilà, deux noms que je vois pas aller beaucoup plus haut dans la KT. J'ai un nom pour Robocop pour la suite, Joe Piper. Voilà, je pense que ça serait un bon test. Peut-être que Robocop il va rentrer dans le top 15 là, donc ça serait un bon test pour Joe Piper. Et voilà, pour histoire de matcher deux prospects, on peut dire, dans ce top 15, ça serait intéressant. Par contre, je suis pas sûr que Robocop s'impose, vu comme l'autre tape fort. Vous le savez, bon, je vais pas rentrer dans une tirade sur Joe Piper maintenant, mais vous savez que moi, je suis un peu dubitatif sur Joe Piper. Je trouve qu'il est assez limité au-delà de son striking et sa puissance de frappe. Mais là, c'est clairement un combat, pour le coup, dans lequel il pourrait briller. On parle rapidement de la victoire de Erin Blanchfield par soumission dans le deuxième round face à Tracy Cortez. Voilà, c'est pas un combat que j'ai regardé, hein, pour être très honnête. J'ai juste vu le finish. Je trouve que c'était important d'en parler parce que c'est quand même la KT de Manon. Et du coup, cette victoire-là peut avoir enfin, un impact sur la suite de la carrière de Manon, du coup, et la suite de la KT. On a vu quand même que Valentina en a parlé de Blanchfield, donc voilà, c'est quand même important. Pour la suite, pour Blanchfield, pour moi, il y a deux combats qui auraient du sens. Le premier, et c'est peut-être le plus probable à mon avis pour la suite, ça serait Grasso. Voilà, c'est un combat qui serait sympa et dans lequel je pense que Blanchfield pourrait s'imposer. Et l'autre combat que j'aimerais bien voir, c'est peut-être la revanche face à Manon. Alors, pas que ça m'intéresse d'un point de vue véritablement sportif. Je pense que tout simplement, à mon avis, Manon serait au-dessus. De nouveau, hein, à mon avis, elle lui remettrait à peu près la même masterclass qu'elle lui avait mis dans le premier combat. Mais du coup, ça permettrait d'éliminer une, une concurrente, on va dire, au title shot. Parce qu'on connaît l'UFC, Blanchfield, elle est américaine, elle commence à être sur pas mal de victoires d'affilée. Il ne faudrait pas qu'elle passe devant Manon. Voilà, il y a déjà Natalia Silva, à mon avis. Bon, là, pour le coup, légitimement parlant, qui est devant Manon, on va dire, dans la liste des prétendantes au titre. Je ne voudrais pas que Blanchfield lui passe devant, donc ça pourrait être un beau combat pour cette fois réclamer un title shot et l'obtenir. Parce que pour le coup, avec une victoire sur Jesús Davicius par KO en plus dans le premier round, ce qui est rare chez les femmes, et une deuxième victoire face à Blanchfield, peut-être même par finish, là pour le coup, Manon serait difficilement. On est difficilement négligeable. Ça ne va pas dire grand-chose ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Difficilement, ouais, on va rester sur négligeable pour le titre. On parle d'un autre combat, et là, pour moi, c'était le combat de la soirée. Alors, il n'y a pas eu de bonus de combat de la soirée parce qu'il y a énormément de performances, donc forcément pas de bonus de combat. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir ce combat parce que vous allez vous régaler. Etienne Ewing, nouveau venu à l'UFC, qui s'impose à la décision face à Malcolm Wellmaker. Wellmaker qui était bien connu pour être un monstre du KO, un 2 KO expéditif pour ses deux premiers combats à l'UFC. Et ben, pour le coup, beaucoup, moi y compris, le voyaient mettre un nouveau KO et ça n'a pas du tout été le cas. Il a perdu, il s'est incliné face à Etienne Ewing qui venait en short notice 48 heures, 2 jours, impressionnant, et qui venait de combattre, je crois, 8 jours plus tôt, un truc comme ça, qui avait signé un KO. Vraiment une très belle découverte ce Etienne Ewing. Je vous invite encore une fois à aller voir ce combat si vous ne l'avez pas vu. Euh, un combat striking magnifique. Alors, déjà, je mets ça direct dessus. Pour moi, la défaite n'est pas du tout honteuse pour Wellmaker. Je pense pas du tout qu'il faille se dire que Mel Wicker s'est fait prendre check, quoi, comme on l'entend souvent. Pour moi, c'est une victoire. Voilà, il est juste tombé sur un adversaire très solide qui sort un peu de nulle part. J'ai écouté avec les commentaires US, je crois que c'est Cormier ou je sais plus qui le dit, mais ou Rogan, qui compare un petit peu. Alors, proportion gardée évidemment, mais dans l'esprit, je vois ce qu'ils veulent dire. Qui compare Etienne Wing à Diego Lopez quand il est arrivé face à Movzar, où tout le monde voyait Movzar lui rouler dessus, et au final, il a fait une très belle performance. Alors, bon, Lopez n'a pas gagné alors que Ewing a gagné, mais vous voyez l'esprit. Je ne pense pas voilà, que ça soit une perte dans laquelle il faille se dire que Wellmaker voilà, est fini ou quoi. Je pense juste qu'il est tombé sur quelqu'un de très solide. J'ai beaucoup aimé ouais, la performance de Ewing que je ne connaissais pas. Excellente anglaise. Il a montré de très belles choses, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Et ça, c'est important aussi parce que on voit beaucoup de combattants qui sont bons offensivement, mais défensivement,
ça pêche. Et lui, c'était vraiment pas le cas du tout. Alors que pourtant, Wellmaker est un très bon striker, hein. Mais on a vu que là, techniquement, il était encore au-dessus Ewing. Et même au sol, on a pu voir de belles choses. Alors, ça a été très court, mais il y a une séquence sur la fin qui est pas mal au sol où il prend de bonnes positions et on voit qu'il roule assez vite. Donc, intéressant. Donc, ouais, franchement, très, très, très intrigué par la suite de ce Etienne Ewing. Et ça va être un nom que je vais retenir. Et pour le coup, voilà, je le redis. Je ne sors pas du tout du train de Wellmaker. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et avec les quelques améliorations, notamment peut-être qu'en fait, il a trop voulu chercher le chaos. Il y avait vraiment, je trouve, une histoire de volume contre puissance dans ce combat. Et Wellmaker il a un défaut, je trouve, par contre, qui a été assez clairement, et ils l'ont mentionné d'ailleurs dans les commentaires, qui a été mis en avant dans ce combat. C'est le fait que Wellmaker, je trouve, est rarement ancré au sol quand il frappe. Il a tendance à sauter avec ses frappes. Et vu sa puissance naturelle, il aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner à s'ancrer au sol, au contraire, et à combiner directement. En étant ancré au sol, il gagnerait encore en puissance de frappe et en précision, je pense. Donc voilà, j'ai pas mis, pour être honnête, de suite pour l'un ou pour l'autre, parce que c'est quand même des mecs qui sont encore au début, on va dire, de leur parcours à l'UFC, même clairement au début dans le cas d'Ewing, puisque c'était son premier combat. Voilà, je pense qu'il faut qu'il monte progressivement Ewing. Pour moi, le maker, à mon avis, faut lui mettre pas un mec non plus ridicule, juste pour qu'il reprenne un KO, juste pour qu'il remette un KO, mais voilà, un adversaire, on va dire, à sa portée, qui puisse quand même peut-être lui donner un petit test, mais sans plus, parce que je pense que c'est quelqu'un quand même qui a du potentiel si on le laisse progresser, parce que pour rappel, c'est quelqu'un qui travaillait, qui avait un travail à côté jusqu'à il y a peu, hein. Donc, ce genre de profil-là, c'est des mecs qui peuvent très 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 vite progresser, puisque ils avaient l'habitude de s'entraîner, on va dire, qu'à moitié, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout l'enterrer. Au contraire, on enchaîne cette fois chez les 66. Alors, en théorie, le combat précédent aurait dû être chez les 61. Il était chez les 66 aussi, puisque c'était dans la catégorie supérieure au vu du court délai. Mais donc là, on est vraiment chez un combat chez 66. Pat Sabatini qui s'impose à la décision face à Chepe Mariscal, que vous connaissez peut-être, puisqu'il avait affronté Morgan il y a de ça 1 an et demi, peut-être, un truc comme ça, à l'Apex. Quelle horreur d'ailleurs de voir ce genre de combat à l'Apex, c'est honteux. Mais bref, ça c'est un autre débat. Performance folle de Sabatini, domination quasi totale, notamment sur le plan de la lutte et du grappling. Voilà, on savait que Sabatini était excellent dans ces domaines et il l'a encore prouvé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mérite d'être classé. Je crois que sa seule défaite à l'UFC, si je dis pas de bêtises, pardon, c'est Diego Lopez. Je vérifie ça de suite, je vous dis ça. Hop. Tac, tac, tac. Sabatini. Non, deux défaites à l'UFC. Diego Lopez et Damon Jackson. Donc pareil, Damon Jackson, c'est pas hyper, hyper honteux, mais en tout cas, aujourd'hui, il est sur 1, 2, 3 victoires d'affilée face à des beaux noms, notamment Brito juste avant ça. Et là, Marescal est à 6-0, je crois, à l'UFC. Donc, superbe, superbe performance de la part de Sabatini, qui mérite clairement, clairement, clairement aujourd'hui d'être classé, à mon sens. Je ne le vois peut-être pas honnêtement, arrivé au top du top, comme l'a montré sa défaite face à Lopez, où il s'est quand même fait pas mal rouler dessus. Mais voilà, c'est un combattant qui est vraiment solide et je peux le voir s'installer entre la 15e et la 10e place. C'est un combattant qui restera bourbier pour pas mal de monde. J'ai trouvé Mariscal quand même dangereux debout. Il a fait quand même des dégâts, hein. Il a quand même bien ouvert face à Sabatini, mais ça n'a pas suffi, pas assez efficace debout pour s'imposer. Pour la suite de Sabatini, il y a un combat qui m'intéresserait beaucoup, c'est Sabatini contre Nathaniel Wood. Nathaniel Wood qui sort d'une très belle victoire face à José Delgado. Les deux aujourd'hui pour moi méritent d'être top 15. Peut-être qu'ils ne seront pas classés et du coup ça pourrait être un combat voilà, où le gagnant là clairement par contre mériterait de rentrer dans le top 15. Et puis en plus je trouve que c'est deux profils qui ont un parcours récent assez similaire. Les deux sont en 3-1, donc 3 victoires et avant ça une défaite sur leurs 4 derniers. Donc ça serait fun comme position et ça nous offrirait un très très beau combat. Très belle opposition de style, plus striker. Alors les deux sont relativement complets, on va dire, mais plus striker du côté de Nathaniel Wood et plus lutteur, grappleur du côté de Sabatini. Donc ça pourrait être un fight très très chouette. Et on finit les combats qui m'ont intéressé sur cette carte avec le retour de Baïsangour Susurkaev qui s'impose par KO dans le troisième round face à Eric McConico.
performance en demi-teinte, j'ai envie de dire, de Sourkaev. En fait, c'est une performance pour moi qui est à la fois inquiétante et rassurante pour la suite. Je m'explique, parce que là, pour le moment, c'est pas très clair. Pourquoi inquiétante? Parce que je trouve que, notamment le premier round, montre des lacunes au niveau du Surkaev, notamment sur le plan de la maturité de la stratégie. On sent qu'il rigole beaucoup, il joue beaucoup les mains basses, il prend des coups, il sourit, tout ça. Alors, c'est bien de faire le show, hein, mais attention à ne pas tomber trop là-dedans. Après, il est jeune, hein, il a que 24, je crois, ou 25 ans, mais 24, je crois. Donc, bon, voilà, hein, la maturité, il va l'avoir avec les combats, mais attention, là c'était McConico en face à un adversaire plus solide, ça pourrait lui porter préjudice. Donc voilà pourquoi on va dire il y a une partie du combat qui m'inquiète parce que pour moi c'est le genre de combat où normalement tu arrives très bien préparé, vu l'adversaire en face, tu gagnes voilà par KO soumission dans le premier round ou deuxième à la limite. Mais là ça a quand même été un combat un petit peu accroché. Donc voilà, quand même à noter pour la suite le manque de maturité. Par contre, on sent vraiment que c'est quelqu'un qui a du potentiel. Il est explosif, il est bon en striking, il est bon en lutte. Il a l'air vraiment très. Ça a l'air d'être un athlète un peu. Voilà, il a pas un physique pourtant des plus impressionnants, mais on sent quand même que c'est un combattant qui tape fort, qui est rapide et explosif. Il a beaucoup de potentiel, je pense, surtout qu'il s'entraîne quand même avec Ramzat, donc en termes de niveau de partenaire d'entraînement, c'est le champion, hein, donc on peut difficilement faire mieux. Voilà, à voir. Par contre, je pense qu'il faut vraiment qu'il progresse petit à petit. Il y a quand même des questions, notamment sur son cardio. On a senti qu'il fatiguait pas mal, alors que pourtant il y a eu pas mal de pauses entre les coups dans les parties, des trucs comme ça dans le combat. Et la défense en striking aussi. Bon, pour moi, ça joue, ça va avec la maturité, avec ce côté de gars d'avoir souvent les mêmes bases, tout ça. C'est ça aussi qui fait qu'il prend pas mal de coups. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il a quand même beaucoup de potentiel, mais qu'il faut qu'il monte progressivement. Typiquement, le call-out de Bonical, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. De toute façon, je vois pas trop l'UFC faire ce match-up-là parce que c'est deux noms, on va dire, et à mon avis, il y a mieux à faire que de les cramer en les faisant s'opposer l'un à l'autre. Mais je pense que ça serait encore trop tôt, un Bonical, par exemple. Donc voilà, je n'ai pas de nom particulier en tête, mais un nom prenable pour qu'il continue à gagner en maturité, gagner en expérience, parce que je pense que c'est d'ici 5-6 ans un nom qui pourrait vraiment s'imposer comme un gros contender chez les 84 s'il progresse bien. Voilà pour cette carte phénoménale qui obtient, à mon sens, alors je vous avais pas fait de prévu, donc j'avais pas noté de note au préalable, mais là, franchement, je lui mets un 19. Voilà, je pense que on n'est pas loin de la perfection. On a eu tout en fait, on a eu des KO magnifiques, on a eu des prospects en veux-tu en voilà qui ont confirmé, d'autres qui n'ont pas confirmé. On a eu je pense à Etienne Wing, des nouveaux noms qui sont apparus, on va dire, sur notre radar. On a eu des dominations totales, deux des plus grands combattants sur la carte de tous les temps, en la personne d'Islam et de Valentina. Ouais, franchement, difficile de faire mieux comme carte, donc je lui mets la note de 19 sur 20. Et puisqu'on est dans les belles cartes, on continue avec la preview de l'UFC Qatar, qui est encore une fois une carte folle. De toute façon, cette fin d'année, j'en parlerai à mes petits-enfants, hein, de fin d'année à l'UFC. Autant 2025 a très mal commencé avec des cartes pas folles, mais là, la fin de l'année, c'est juste un régal, franchement. L'UFC Qatar ne déroge pas à la règle, loin de là. Je vais être clair, pour moi, c'est la meilleure fight night de l'année, du moins sur le papier. L'UFC Paris, en pratique, a été folle. Donc, est-ce que l'UFC Qatar arrivera à égaler ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de nom, de name, de name value, tout ça, c'est fou ce que la carte propose. On va attaquer donc la preview par la main card. Donc, on remonte du haut vers le bas. Euh, Main event, Arman Saroukian 22-3 contre Dan Hooker 24-12. Très beau main event, une opposition de style. Quand je dis très beau main event, je parle en termes de noms, hein. C'est deux très gros noms de la catégorie lightweight et clairement le combat qui pourrait définir le prochain pour le titre. En revanche, le petit défaut on va dire, de ce main event, c'est que à première vue, le combat n'a pas un grand intérêt d'un point de vue sportif, puisque Arman est évidemment et de manière légitime très large favori. Mais quand même, pour se redonner un peu d'intrigue pour ce combat-là, il ne faut pas oublier que Hooker a quand même réussi à battre Gamrot, qui est un style similaire, hein, à celui de Tsarukyan. Donc peut-être qu'il pourrait créer la surprise. Il y a quand même aussi des questions, hein. Les deux sont sur une longue période d'inactivité.
Donc potentiellement des progrès d'un côté comme de l'autre, et ça pourrait être assez agréable à voir. Euh, Après, pour être honnête, je suis quand même surtout hypé par Tsarukyan. Aujourd'hui, c'est pour moi le seul combat en dehors d'Islam, mais je ne le vois pas redescendre à 70, qui chez les lightweight aurait de l'intérêt vis-à-vis d'Ilia, qui nous apprendrait des choses sur le niveau d'Ilia et qui pourrait lui poser, on va dire, des soucis, même si je verrais a priori quand même pas mal largement Ilia s'imposer. Mais c'est un combat qui m'intéresserait quand même pas mal. Donc j'espère vraiment qu'il gagne et d'autant plus avec un statement. Je pense qu'il peut le faire, clairement. Faut juste pas qu'il se trompe de combat. Voilà. S'il commence à vouloir trop striker avec Hooker, et enfin, quoique, c'est-à-dire, je pense qu'il peut s'entêter là-dedans, mais non, c'est quand même un mec qui est assez discipliné pour le coup de Saroukian là-dessus, donc je pense qu'il ferait un game plan de lutteur. Mais s'il vient vraiment pour lutter et qu'il nous fait entre guillemets, une Rabib ou une Ramzat, je vois assez mal quand même ce que Hooker peut faire. Je pense même qu'il peut le terminer. À mon avis, il serait capable de le noyer avec son volume en lutte et derrière d'arriver à trouver le finish avec un KO ou un TKO. Je partirais plutôt peut-être sur un finish en grande end je dirais peut-être round 3 par là, le temps de le fatiguer assez pour le finir. Mais je serais même pas surpris, franchement, que Arman arrive à faire un fight enfin un finish à ce qu'il a fait contre Darius. Alors, pas aussi rapidement, mais un peu dans l'esprit, parce qu'il est quand même très explosif. Je pense qu'il tape fort, Arman, même si on dirait pas comme ça, vu son gabarit peut-être un petit peu plus petit pour la division. Mais bon, il est quand même très dense, très, très, très physique. Donc, je serais pas surpris que sur une peine d'entrée en lutte, par exemple, il arrive à remonter avec un uppercut, un coup de genou, un truc comme ça et qui puisse éteindre Hooker. Donc voilà pour mon prono, je vais quand même rester sur Armand par TKO au round 3. On continue avec le co-main event qui a clairement une tête de main event, hein, on va pas se mentir. Belal Muhammad, l'ancien champion 24-4 contre Yann Gary 16-1. Magnifique donc co-main event. Pour moi, c'est le combat le plus intéressant de la carte principale. Euh, J'allais dire peut-être moins de noms, mais en vrai, c'est même pas dit parce qu'il y a quand même un ancien champion dans le lot, même si ça n'a pas été le champion le plus marquant, Belal. Mais en tout cas, entre deux contenders très solides, un petit peu comme Arman et Hooker. Et par contre, un combat voilà, qui est beaucoup, beaucoup plus intriguant sportivement parlant. Juste dommage, honnêtement, que ce soit pas sur 5 rounds, parce que c'est deux combattants qui dévoilent, je trouve, tout leur potentiel sur 5. Donc, assez dommage pour ça. Mais à part ça, on va quand même se régaler. Deux excellents techniciens très complets, avec quand même une petite spécialisation, on va dire, du côté du striking pour Yann Gary et du côté du grappling et de la lutte surtout pour Belal. Donc, ouais, reste à voir qui réussira à imposer son jeu. Vraiment, vraiment intrigué, hein, franchement, par cette opposition-là. Je pense que Yann Gary devrait s'imposer. À mon avis, sur 3 rounds surtout, c'est quelque chose qui l'avantage un peu plus. Sur un 5 rounds, j'aurais peut-être mis une pièce sur Belal parce que je pense qu'il a un excellent, excellent cardio. Mais sur 3 rounds, à mon avis, Yann Gary pourra continuer à faire ses déplacements pendant 15 minutes. Ses bons déplacements, toucher à distance et essayer de frustrer un petit peu Belal et d'imposer son faux rythme comme il le fait très bien. Donc, à voir pour ça. Mais non, en tout cas, vraiment, vraiment un combat qui m'a hype beaucoup, 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 pour être honnête. J'ai vraiment envie de voir parce qu'en plus, notamment du côté de Belal, il y a quand même une question un peu de. Alors, rédemption, le terme est un peu fort, mais une notion de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'il a pu faire face à JDM. Voilà, si de nouveau il se prend pour un striker, bah, face à Yann Gary, ça peut être très compliqué. Par contre, s'il vient avec une approche de boxer pour lutter, lutter pour boxer et qui mixe beaucoup, là, je peux le voir s'imposer. Donc, c'est vraiment un combat qui m'intrigue beaucoup. Mais ouais, je donnerais quand même un avantage à Yann Gary, comme je l'ai dit, par sa capacité à bien se déplacer, bien tourner. À distance, il va avoir un avantage de taille et d'allonge, donc c'est quand même pas, pas négligeable vu ce style-là. Donc, in fine, je dirais Yann Gary par décision pour mon prono pour ce superbe combat. On continue sur la main card avec Volkan Ozdemir 28 qui affronte Alonso Menifield des 17-5-1. Un combat sympa, voilà, pas le combat qui me fait le plus rêver de la carte, hein, je vais pas vous mentir.
Je vais le regarder plutôt pour Volkan, qui est entre guillemets notre voisin suisse. Ça va être un combat avec un KO, à mon avis, hein, donc voilà, c'est toujours cool à voir. Et je vais donc pronostiquer Volkan par KO dans le premier round. On arrive au combat le plus bizarre de cette carte, mais du coup un combat qui m'intrigue aussi beaucoup. Jack Hermansson 24-9 qui affronte Miktivek Orolbai 14-2-1. Alors là, si vous n'avez pas vu l'info, vous vous posez peut-être la question de qu'est-ce que c'est que ce combat bizarre, puisque Hermansson est un 84 et Orolbai un 70. Donc une petite différence de gabarit, mais c'est parce que le combat va avoir lieu en 77. Le début d'Orolbai en 77. Je ne sais pas si Hermansson a déjà combattu en 77, je ne suis pas sûr, mais peut-être. À vérifier, je peux. Bah, ça va prendre un peu de temps de vérifier, donc tant pis, je vais rester sur cette interrogation. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me donner l'info en commentaire. Donc ouais, les débuts de Rollby en 77, donc ils se rejoignent dans cette catégorie intermédiaire. Je suis assez surpris par les cotes, pour être honnête. Rollby est plutôt large favori. Alors, pour moi, il y a assez peu de doute sur le fait que ça soit en tant que tel un meilleur combattant sur le plan technique. Mais il y a quand même une grosse différence physique. 7 cm de taille et surtout quasi 10 cm d'allonge pour Hermansson. En plus de ça, Orlby c'est avant tout un lutteur et Hermansson il a quand même montré de très belles choses en lutte, notamment dans ce combat en Suède face à Ramzat, le combat de lutte. Il est disponible sur YouTube, hein, je crois, donc vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc ouais, ça me surprend pas mal qu'il soit si favori. Alors c'est pas un 90-10, hein, mais genre il doit être favori à peut-être 65-35, ce qui est quand même assez fou pour un mec qui vient de monter, qui affronte un gars qui descend. Donc intrigué vraiment, hein, par ce combat. Hâte de voir notamment en lutte ce que va être capable de faire Rollby. Encore une fois, j'ai assez peu de doute sur le fait que techniquement ce soit un meilleur combattant, mais curieux de voir comment il va gérer cette diff de gabarit. Ouais, très intrigué franchement par les débuts de Rollby en 77. C'était quelqu'un qui avait énormément de potentiel pour moi s'il venait avec la bonne approche comme il l'a fait contre Tofik Musayev dans son dernier combat. Donc, c'est-à-dire en gros venir faire un style à l'Arabie, quoi, hein, pas trop chercher à faire la bagarre debout, mais plutôt à lutter. Mais là, j'avoue que je suis sceptique sur la diff de gabarit avec les 77. À voir. S'il peut s'adapter au gabarit des 77, je pense que il peut aller assez loin dans la KT. Donc écoutez, malgré ce que j'ai dit, je vais suivre le cœur et les cotes et dire au roll-by à la décision, voilà, face à Hermansson. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout que Hermansson s'impose. Alors par KO, peut-être pas, parce que l'autre, je pense qu'il a un menton, c'est même pas un adamantium, c'est une matière inconnue sur Terre. Mais par contre, une décision d'Hermansson ne me choquerait pas du tout, hein, vu la diff de gabarit. De toute façon, on va voir très vite la réponse. Si au roll-by, première tentative, il arrive à l'amener au sol, là, ça peut être un combat difficile pour Hermansson. Mais si on voit que au roll-by commence à galérer, debout, ça peut être compliqué, franchement. On continue dans cette main card avec Sergei Spivak 17-6 qui affronte Shamil Gaziev 14-1. Shamil Gaziev, évidemment, le GOAT des lourds, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, tout simplement le meilleur combattant de la planète. Non, évidemment, c'est une blague, un running gag sur Twitter pour ceux qui auront la ref. Combat sympa chez les lourds, franchement, entre deux bons combattants. Deux combattants que je vois dans le ventre mou du top 10, on va dire, entre la cinquième et la dixième place. Je vois pas l'un ou l'autre péter plus haut que ça, honnêtement. Je pense que Gaziev devrait s'imposer. On peut voir de belles choses en lutte et en grappling, mais je pense que Gaziev va chercher le KO et à mon avis, il va réussir à l'obtenir. Donc je vais pronostiquer notre ami Shamil Gaziev, le plus beau de tous les lourds, par KO au deuxième round. Et on finit sur cette main card avec Alex Perez 25-9 contre Assou Almavayev 22-3. Magnifique combat en perspective. Alors vous le savez, hein, j'aime beaucoup les 57, donc je ne suis peut-être pas objectif. Mais quand on voit le pédigré en lutte des deux et le niveau en lutte des deux, à mon avis, on va voir de très belles choses dans le domaine. J'espère, je croise les doigts, que ça ne va pas striker tout le combat. Mais vu le style d'Almabayev, je pense qu'il va chercher à amener au sol. Et donc on va voir de très belles choses en lutte. A priori, ça devrait être une victoire sans trop de soucis pour Almabayev. C'est un combat qui est clairement prenable. Il est bien revenu de sa défaite face à Manel Cap. Manel Capé, je sais plus comment on dit. Mais d'autant plus que voilà, Alex Perez est sur le déclin. Il est sur je sais pas combien de défaites. Ça, je peux le retrouver plutôt vite. Attendez, j'ai dit plutôt vite, mais en réalité pas tant que ça. Hop, Alex
Perez. Ça, c'est du direct, les amis, hein. On n'est pas en direct. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alex Perez, il est sur. Hop, il est sur une, 2, 3, 4. Il est sur. Ouah, il est en 3, il est en 1-3 sur ses 4 derniers combats. C'est quand même compliqué. Donc voilà, à voir comment est-ce que Alex Perez va être en termes de forme. Je pense qu'il est voilà, sur le déclin. Et à mon avis, Almabayev devrait s'imposer, mais ça va être un beau combat en lutte. Et si Almabayev, pour le coup, arrive à dominer Perez en lutte, c'est quand même un petit statement en soi. Donc je vais suivre ce combat avec attention, d'autant plus que, voilà, comme vous le savez, les 57, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Et Almabayev, c'est un style que j'aime énormément aussi. Beaucoup de volume en lutte, assez spectaculaire à voir combattre pour ceux qui aiment bien la lutte et le sol. Donc je vais pronostiquer Assou Almabayev à la décision. Voilà pour la main card, on attaque les prélims et les prélims sont un peu à l'image de l'UFC 322, tout aussi belles que la carte principale. On commence avec le main event des prélims, alors du moins sur Tapologie, hein, l'ordre peut changer. Luke Riley 11-0 qui affronte Bogdan Grad 15-3. Les débuts de Riley à l'UFC qui est un solide prospect européen, très bon striker, partenaire d'entraînement de Paddy Pimblett. Voilà, je vais être clair, je pense que c'est le genre de combat dans lequel Luke Riley peut briller. Et je vais donc pronostiquer Luke Riley par KO dans le premier round. Voilà, je pense que c'est clairement un combat qui a été mis là pour qu'il brille. C'est quelqu'un qui a pour moi un vrai potentiel pour briller à l'UFC. Je crois que il est en 11-0, il a 8 KO, un truc comme ça, je crois. Vérifie, hop, hop, hop. Tac. Décidément, hein, on est vraiment sur le direct. 11-0, 8 KO exactement. 8 KO, 3 décisions. Donc voilà, un striker vraiment dangereux et je pense qu'il peut arriver à signer une belle perte pour ses débuts. Ensuite, on reste sur les prospects avec Abdulrahman Yakiaev 7-0 contre Raphaël Cerquera 11-3. Les débuts à l'UFC de Yakiaev après sa magnifique victoire au Dana White Contender Series par KO dans le premier round en 30 secondes, rien que ça. Donc pour ceux qui ne voient pas qui est Yakiaev, j'en parle souvent. C'est l'ancien champion des 93 kg de l'ARES. Voilà, un combattant extrêmement prometteur. Je vous invite à aller voir son combat dans la White Contender Series. Vous allez voir toute l'étendue du potentiel du garçon. Et donc, ça sera ses débuts à l'UFC. Et je vais être très clair, à l'image de Luke Riley, peut-être même plus encore là, c'est vraiment un combat pour le faire briller. Cerquera, il est en 0-3 à l'UFC, dont 2 KO, enfin 2 défaites par KO. Voilà, je pense qu'il va briller. Et je vais donc pronostiquer Yakiaev par KO dans le premier round. Voilà. On enchaîne avec un autre banger hein, pour changer sur cette carte. Décidément, elle est folle. Elle est vraiment folle pour un Fight Night, c'est dingue. Kyoji Horiguchi, 34-5 contre Tagir Ulanbekov 17-2, un banger de chez banger chez les flyweight. Rebook du combat qui a été initialement prévu à Bakou. Horiguchi, pour ceux qui ne voient pas qui c'est je vais dire une légende, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est un taulier des petites catégories, que ce soit 57 61. C'est un combat un combattant pardon, qui a énormément d'expérience, évidemment, hein, 34 combats, 39 combats, pardon, 34 victoires. Sa seule défaite dans la catégorie chez les 57, Demetrius Johnson. Hein, voilà, je pense qu'il y a plus honteux que ça. À l'UFC, du coup, durant son run, il était quand même en 7-1. Donc défaite pour la ceinture face à DJ, je l'ai dit. Champion du Rising. Voilà, juste il est peut-être plus trop dans son prime. Tagir un petit peu. Alors pourtant, il n'y a pas une grosse différence d'âge, mais Tagir a quand même beaucoup moins de kilométrage en termes de combat. Tagir de son côté, c'est 6-1 à l'UFC sur 4 victoires d'affilée. Autant vous dire, on est sur un banger. Là, on est sur un combat, pour moi, clairement niveau top 10 chez les 57. Donc vraiment hâte de voir ce que va donner ce combat. Le... La tête me ferait pronostiquer Tagir parce que je pense qu'il est plus frais et que c'est un excellent combattant, mais je sais pas. J'ai un feeling comme quoi Horiguchi va montrer qui est qui entre guillemets dans ce combat et je le vois donc s'imposer à la décision dans ce combat que je vous invite vraiment à suivre. De toute façon, là, quasiment tous les combats, vous allez voir, je vais parler de presque tous les combats de la carte. Hein. C'est pour vous dire à quel point elle est folle. On enchaîne avec le combat qui me hype le plus de ces prélims. Un combat que je trouve tout simplement génial. Du très gros matchmaking comme l'UFC sait bien le faire parfois.
Begzat Almacan 12-2 contre Alexandre Topuria Ili Apturo, le frère d'Ilia Topuria, qui est donc en 6-1. Euh, un combat fou, franchement, un combat magnifique. C'est un très gros test pour les deux. Almacan, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, je vais vous résumer le potentiel du garçon en une phrase. Il a down Umar Nurmagomedov dans leur combat. Voilà, chose que personne d'autre n'a fait, je crois, hein, à l'UFC ou dans sa carrière au global. Et il reste sur un KO expéditif. Je crois qu'il l'a mis, je crois que le KO, il l'a fait en genre 16 secondes ou un truc comme ça. Attendez, je regarde ça. Hop, hop, hop. Tac. Begzat, je vérifie. Est-ce que ma mémoire me fait défaut? Ah non, pardon, pas en 16 secondes, en 1 minute 04. Bon, c'est pas non plus ridicule, voilà, ça va. 1 minute 04, on a vu pire hein, pour mettre un KO, surtout à l'UFC. Donc voilà, vraiment un combattant impressionnant qui tape comme une mule, très bonne défense de lutte, un Kazakh, hein, donc voilà, je pense qu'avec ça, vous comprenez un petit peu le profil du garçon. Et en face, donc, Alexandre Topuria, le frère d'Ilia, qui avait fait des débuts UFC tout en maîtrise face au partenaire d'entraînement de, euh, de, de Volka, dont je n'ai plus le nom, je vais le retrouver aussi. Putain, mais qu'est-ce que je suis efficace. Colby Thickness. Voilà, Colby Thickness, qui depuis, je crois, s'est imposé face à Moussassa dans un très très beau fight. Donc voilà, une très très belle victoire pour ses débuts. Euh, sur la simple base de cette victoire, j'aurais envie de donner Beksat favori. Mais si on s'en tient aux rumeurs, alors pour c'est le problème des rumeurs, mais je pense que voilà, il s'entraîne tous les jours avec son frère. Il a beaucoup tourné avec Merab. Merab en dit du bien énormément. Son frère aussi, évidemment. Donc je pense qu'on est sur un. Alors peut-être pas du calibre d'Ilia, parce que bah, des combattants du calibre d'Ilia, il n'y en a quasiment pas, en fait, tout simplement. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est très talentueux. Et je vais donc pronostiquer Alexandre à la décision. Mais ça ne me choquerait pas du tout que Begzat nous sorte un KO venu de l'espace, hein, pour être très honnête. Ça a vraiment m'intéresser, notamment sur le plan de la défense de lutte, parce que on peut voir de très belles choses en lutte, je pense, dans ce combat, comme en anglais. De toute façon, c'est pour ça que le combat m'intéresse. On enchaîne avec Nurolo Aliev 10-0 contre Shamrock, enfin Shakem Rock, mais tout le monde l'appelle Shamrock, 12-1-1. Une superbe opposition de sol de la lutte contre du JJB. Donc Nurolo Aliev, très très bon lutteur du Tadjikistan. Voilà, il s'appelle de Tajik Eagle en référence à Rabib, à qui il ressemble beaucoup, à la fois physiquement et à la fois dans le style. Bon, moins bon évidemment, hein, peut-être pas besoin de le préciser, mais voilà. Et de l'autre côté, Shamrock, extrêmement dangereux au sol, 11 finishes en 12 victoires, dont 9 par soumission. Lui aussi, c'est le partenaire d'entraînement de Paddy Pimblett. Je ne sais pas si je l'ai dit pour Luc Riley, peut-être que je l'avais noté, peut-être que je l'ai sauté. Mais voilà, les deux sont partenaires d'entraînement de Paddy Pimblett. Et Shamrock en particulier partage cette qualité au sol qu'a Pimlet. Donc ouais, très 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 beau combat. Ça va être un super fight pour les amateurs de grappling, hein, clairement. Et j'ai hâte de voir lequel des deux va réussir à s'imposer le plus dans ce match-up-là. D'ailleurs, c'est bon à noter, puisque Ilia, a priori, sera dans le coin de son frère, et Paddy, je pense, vu qu'il y a deux de ses partenaires d'entraînement, fera peut-être le déplacement. On pourrait avoir une petite altercation entre Paddy et Ilia. Ça pourrait être intéressant pour hyper un futur combat entre les deux. Encore une fois, je le dis souvent, mais j'espère que ça ne sera pas le prochain fight, parce que pour moi, c'est trop tôt pour Paddy. Enfin, de toute façon, on pourra le faire dans 2 ans, que ce sera toujours trop tôt, hein, vu l'écart de niveau entre les deux. Mais voilà, pour hyper le combat, j'aimerais bien une victoire de Paddy en plus, notamment face à notre ami Justin Gaethje. Donc voilà, enfin bref, petite parenthèse refermée, c'était juste pour parler de cette potentielle éventualité entre Ilia et Paddy pour ce combat. Donc pour ce qui est du prono, je vais la jouer safe et je vais dire Aliev à la décision. Je pense que Shamrock, donc pour ses débuts, pour rappeler c'est les débuts, qui est quand même un combattant très prometteur, pourrait réussir à avoir la soumission, ce qui serait une perf assez folle vu le niveau d'Aliev. Mais voilà, à mon avis, Aliev va réussir à mitiger le risque de se faire soumettre et réussir à verrouiller cette victoire-là. Et pour finir sur les combats qui m'intéressent, les débuts de Saïgid Isagarmaev, pardon, 22-2, pas facile à prononcer, contre Nicolas Dalby, 23-6-1.
gros combat en perspective. De toute façon, comme à peu près tous les combats de cette carte. Pour les débuts de Saïguid. Donc Saïguid, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bon prospect russe. Là, il était au One, il a battu Shinya Aoki. Bon, Shinya Aoki, 42 ans, hein, donc c'est plus le Shinya Aoki Prime. Mais voilà, il a quand même battu par KO round 1 au One. Il a notamment, et ça pour moi c'est sa plus belle victoire, bon, elle remonte à il y a 10 ans, donc ça peut plus dire grand chose maintenant, mais c'est quand même bon à noter, je trouve. Il a quand même battu Magomed Rasoul Gassanov. Pour ceux qui ne voient pas qui est Magomed Rasoul Gassanov, c'est l'actuel champion des 84 kilos à l'ACA, qui est sur, je sais pas, je crois qu'il a 5 défenses de titre, un truc comme ça, qui est juste monstrueux. Pour moi, un des, si ce n'est le meilleur 84 kilos hors UFC actuel. Donc voilà, c'est quand même une victoire qui vieillit plutôt bien. Et beau test pour ses débuts parce que de l'autre côté, Nicolas Dalby, c'est vraiment un monstre combattant, euh, très dur au mal, ouais, le bourbier un peu par excellence, quoi. C'est la seule défaite de Bonfim, Gabriel Bonfim, le seul à l'avoir battu. Il a perdu contre Rinat, mais pour moi, il avait gagné le combat. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est un combattant très solide. Pareil, pas tout jeune, mais un mec qui offrira toujours des combats difficiles. Pour ce qui est du déroulé, je pense quand même que Saïd devrait s'imposer. À mon avis, il a quand même peut-être plus de potentiel que Dalby et plus frais surtout. Donc je vais dire Saïd par décision. J'exclus pas le fait qu'il puisse soumettre Dalby, mais je pense que c'est quand même un mec qui est très dur à faire taper Dalby. Donc je vais dire décision et pas prendre de risques. Voilà les gars pour les combats qui m'intéressent sur la carte. Donc ouais, vous l'avez vu, hein, quasiment toute la carte à quelques exceptions près. Ce qui est fou à dire, c'est qu'en plus on a eu 2 bangers en moins sur la carte. Un qui a été annulé, Felipe Lima contre Daniel Marcos, c'est juste un banger. Et l'autre, Mohamed Naimov contre Mayron Santos, qui, si je dis pas de bêtises, a été décalé sur une autre carte. Donc voilà, la carte aurait pu être encore plus folle, c'est dire. Voilà, je l'ai dit sur le papier, c'est la Fight Night de l'année pour moi. On va voir si en pratique elle arrive à détrôner l'UFC Paris. Parce que bon, faut dire que l'UFC Paris, déjà, c'était une belle carte sur le papier. Et en pratique, elle a délivré avec un record de finish. Ou un record de KO ou de finish, je sais plus. Un record de finish, je crois. Donc je vais lui mettre la somptueuse note de 19 sur 20 pour une Fight Night pour matcher avec l'UFC 322. Là, on enchaîne sur quelque chose d'assez fou, hein. L'enchaînement UFC 322, UFC Qatar, il est juste magnifique. Donc, merci, monsieur Dana Blanc, pour cette fin d'année stratosphérique que tu nous offres. Enfin, Dana Blanc, l'UFC au global, évidemment. On enchaîne sur la troisième partie de cette émission qui est pas mal, hein. On est déjà à 1h20, les amis, hein. Il y a des choses à dire pour ce retour. Euh, Première actu, John Jones à la Maison Blanche, peut-être. Dana White a parlé avec lui. Pendant longtemps, notre ami Dana Blanc a été pas dur, mais très négatif sur l'éventualité de voir Jones à la Maison Blanche. Finalement, il dit hier qu'ils en ont parlé. Voilà, ça annonce du bon. Il a dit plutôt que Dana White, il a parlé de peut-être le vainqueur de Cyril contre Aspinal pour Jones à la Maison Blanche. Donc voilà, il y a potentiellement quelque chose qui se dessine. Donc à voir ce que ça donnera. Mais intriguant en tout cas, pour le moins. Pour rester sur la Maison Blanche, est-ce qu'on pourrait avoir Ilya contre Islam à la Maison Blanche? Ça serait fou. Pourquoi je parle de cette éventualité-là? Parce que ben, les deux en ont parlé. Islam a parlé de la Maison Blanche. Il y a la call-out. Islam a dit qu'il était intéressé par le combat. Et en plus de ça, Dana White a dit en parallèle que en fait, la Maison Blanche, ça serait pas juste de faire les États-Unis contre le reste du monde. Ça serait juste de faire la meilleure carte possible. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, le meilleur combat à faire à l'UFC, c'est Ilya contre Islam. Enfin, Islam contre Ilya, parce que du coup, je pars du principe que Ilya a montré d'une KT de plus pour affronter Islam. Donc voilà, ça serait magnifique. Et aujourd'hui, on peut faire difficilement mieux, franchement, comme main event pour cette carte. On continue dans les révélations, les déclarations plutôt de Monsieur Dana Blanc, qui nous a teasé un petit numéroté à Paris. Alors, bon, il a pas dit, il n'a pas confirmé ou quoi, mais il a dit que c'était quelque chose sur lesquels, enfin, du moins qu'il avait en tête et qu'il envisageait. Je pense notamment à si Cyril s'impose pour la ceinture, ça pourrait être génial de l'avoir en tête d'affiche à Paris. Donc pourquoi pas. Pour rester un petit peu sur Cyril, putain, les transitions sont d'une fluidité, c'est magnifique.
Aspinal a dit qu'il nous donnerait bientôt de ses nouvelles. Ça serait pas mal. Après, ça va faire pas un mois, mais pas loin. Donc ça serait cool qu'il communique un petit peu sur sa situation, le Rosby. Le mec qui commence à briller sur la fin du podcast. Non, voilà, ouais, ça serait intéressant d'avoir des nouvelles d'Aspinal parce que, bah, mine de rien, et ça fait déjà 3 semaines. Donc voilà, curieux de voir quand c'est qu'on pourra avoir ce rematch. Et on conclut avec Paddy qui dit que lui, il aimerait bien combattre début d'année, peu importe contre qui, soit le titre face à Ilya, soit notre adversaire. Il a notamment mentionné Justin Gaethje, qui est un combat franchement que j'aimerais beaucoup voir. Mais la question, c'est que si on donne Gaethje je vais arriver. Si on donne Gaethje à Paddy, ben, qui c'est qu'on met à Ilya? Un Saroukian, peut-être entre guillemets semi-short notice s'il s'impose face à Hooker. Je pense qu'il pourrait être capable de prendre le short notice. Enfin, le short notice. Le fight si l'UFC lui met la pression parce qu'il doit entre guillemets se rattraper. Donc pourquoi pas? Écoutez, moi c'est une opportunité franchement une éventualité qui me plairait beaucoup. Voilà pour les actus, les amis. C'était assez bref. On finit par la traditionnelle FAQ avec 3 questions seulement, hein. Voilà, bon, après, ça fait 3 semaines, donc peut-être que j'en ai oublié quelques-unes, mais normalement, je crois que j'ai tout noté. Première question, Sol l'Éternel qui nous demande, qui me demande, parmi les champions actuels, qui vois-tu garder la ceinture le plus longtemps? Alors, c'est une très bonne question. J'ai 3 noms en tête. Le premier, c'est Ilia Topuria, parce que je ne vois pas qui le bat aujourd'hui, très honnêtement, en 70. D'autant plus si Islam ne redescend pas. La seule question, c'est ben, combien de temps il veut rester combattant, en fait. Voilà, il a déjà dit que lui, il arrêterait quand il en aurait plus envie. Pour moi, Ilia va rester champion jusqu'à qu'il ait plus envie de combattre, quoi. Donc voilà, à moins vraiment d'une folie, d'un Islam qui redescend, d'un truc comme ça, d'une masterclass de Tsaroukian. Mais non, franchement, aujourd'hui, je vois Ilia juste trop fort pour ça. Sinon, Ramzat peut-être, mais le truc, c'est que Ramzat, je pense qu'il serait capable de assez vite monter en 93. Ou sinon, j'allais dire peut-être Islam, mais ouais, dans l'ordre, je dirais Ilia, Ramzat et Islam. Parce que Islam, je pense quand même que, comme je vous l'ai dit, s'il se prend pour un striker, sur un coup, il peut peut-être se faire éteindre. Donc, je vois peut-être plus cette éventualité-là qu'une défaite de Topuria ou de Ramzat. Donc voilà pour ma réponse. Je dirais ces trois-là pour être honnête. Dan Aguer qui me demande mon avis sur la politique de cut à l'UFC et qui me sort un exemple pertinent. Rosenstruck qui a été cut après une défaite dans la catégorie la plus vite de l'UFC en étant top 10. Écoute, la politique de cut à l'UFC, elle est effectivement très bizarre. Cet exemple est particulièrement pertinent, mais je pense que le plus pertinent, c'est Martin Boudet, qui était, je crois, en 8-1 à l'UFC ou un truc comme ça, et qui se fait. Alors, il ne se fait pas vraiment cut. C'est ça aussi qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a cut et cut, entre guillemets. Il y a le cut parce que l'UFC, entre guillemets, n'est pas satisfait de toi et veut se débarrasser, et du coup, ben, qui te vire du roster. Et il y a la non-signature de nouveaux contrats, on va dire. Dans le cas de Martin Boudet, de ce que j'avais compris, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, il était arrivé à la fin de son contrat, il a fait une proposition à l'UFC, l'UFC n'a pas été une proposition financière, donc n'a pas été, alors c'est pas capable, parce qu'évidemment que l'UFC est capable, n'a pas voulu, entre guillemets, matcher les attentes financières de Martin Boudet, et du coup, ben, ça a soldé à une non-reconduction de contrat, et du coup, ben, il est, aujourd'hui, je crois qu'il est, il est retourné à l'Octagon, si je dis pas de bêtises, Martin Boudet. Donc voilà, c'est vrai que parfois, c'est un peu bizarre le comportement de l'UFC, qui va que des mecs sans raison. Ben, un autre exemple, mais je crois que c'est dans la même veine que Martin Boudet, Taylor, qui a été entre guillemets cut, du coup il n'est pas vraiment cut, mais voilà, qui a voulu renouveler son contrat et qui a apparemment demandé trop à l'UFC, hein. C'est bien connu, l'UFC est une petite entreprise qui n'a pas beaucoup de budget, donc malheureusement ils ne peuvent pas se permettre de payer euh, à leur juste valeur les combattants. Donc voilà, je pense qu'il faut distinguer les deux. Après, je pense qu'il y a juste des fois où par contre effectivement il y a un cut abusif, hein. Quand on voit l'UFC qui cut des mecs qui sont sur les séries de victoires. Kevin, par exemple. Kevin, pour le coup, c'était vraiment un cut. Donc ça, c'est abusé. Le mec était en 2-2 à l'UFC. C'est quand même un peu dur de se faire cut sur ça, quoi. Donc effectivement, même si parfois c'est explicable, on va dire, pour des questions financières, parfois le cut est juste purement et simplement illégitime. Et dernière question de Tristancien.
Le scoring en direct devrait-il être la norme pour permettre un affinement de la stratégie plus fine et livrer des guérillas quand c'est nécessaire? Alors le scoring en direct, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, bon, je pense que c'est assez explicite comme ça, mais grosso modo avoir un scoring transparent. C'est-à-dire que bah, tu sais à chaque round si tu l'as gagné ou si tu l'as perdu. Et du coup, effectivement, ça permettrait au combattant de savoir, par exemple, sur un 3 rounds, bah, il sait qu'il a perdu les deux premiers et qu'il ne peut gagner que en finissant. Donc, bah, typiquement, livrer des guérillas. Je pense que c'est par ça, c'est ça que t'entends Tristan en disant ça. Du coup, ben voilà, juste chercher le finish parce que tu sais que t'es derrière. Alors que parfois, tu peux penser que tu es 1 et que tu peux gagner la décision, alors qu'en fait, tu as perdu les deux premiers et tu peux gagner que par finish. Donc en fait, tu vas juste essayer de prendre ton round et pas forcément de finir, alors que ben, c'est un finish qu'il aurait fallu pour t'imposer. Moi, j'y vois une force et un inconvénient. La force, c'est que ben, pour les combattants, effectivement, ça permettrait d'avoir plus de visibilité sur la stratégie et d'affiner, comme tu le dis, en direct. L'inconvénient, ça serait pour le fan. Ben, du coup, il y aurait moins cette surprise qu'on peut avoir parfois. Tu sais, enfin, pour moi, ça fait partie aussi du sel, on va dire, des combats, de se demander ben, qui est devant sur des combats serrés, d'attendre la décision, d'avoir la surprise. Chose qu'on n'aurait pas du coup avec un scoring en direct. Enfin, on l'aurait dans certains cas. Par exemple, si on arrive à 2-2 au dernier, enfin à 1-1 par exemple sur un 3 round au dernier round, on aurait quand même la surprise de selon qui a gagné le dernier round. Parce que là, pour le coup, ben, vu que le combat est fini, il ne donnerait pas le scoring avant la décision. Mais dans la plupart des cas, ça effacerait un petit peu ce petit côté un petit peu sympa de se poser la question de qui a gagné ce combat. Donc, si je dois donner mon avis, moi, je serais peut-être pas pour, mais effectivement, si on parle purement d'un point de vue fighter, là, oui, ça serait intéressant et je te rejoins. Enfin, après, tu me poses la question, donc je sais pas quel est ton avis sur le sujet, mais effectivement, si on se place du côté des combattants, le scoring en direct serait une bonne chose. Et il y aurait peut-être même moyen en soi de, faire, de le donner aux combattants sans le donner au public. Euh, Après, bon, je pense que on verrait en fonction de la réaction du coin, ça nous donnerait une idée, mais ça pourrait être intéressant du moins de tester, de le mettre en place. Je crois que le PFL le fait de temps en temps, si je dis pas de bêtises. Après, est-ce qu'on veut vraiment s'inspirer du PFL? Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, les amis, pour ce 21e épisode, épisode assez long, hein, on a atteint les 1h30, il les fallait hein, pour parler de cette magnifique carte de l'UFC 322 et de la superbe carte à venir qu'est l'UFC Qatar. Alors je vous fais un petit peu de teasing pour ceux qui sont restés jusque-là. Déjà, si vous êtes restés jusque-là, putain, j'ai oublié de le dire, je suis nul pour ça. N'hésitez pas à voilà, commenter, vous abonner, partager, tout ça pour liker, pour soutenir la chaîne. Et petit teasing, je vais affiner le format des podcasts. Déjà, vous l'avez vu, c'est de retour sur la chaîne principale. Je ne vais plus poster sur la chaîne secondaire parce qu'en vrai, c'est pas pertinent de split en deux. Ça fait un dixième, enfin pas un dixième, j'abuse, mais ça fait un cinquième des vues, donc c'est pas très intéressant. C'est moins vu. Mais je vais affiner le format dès la semaine prochaine. J'aurais voulu le faire dès cet épisode-là, mais malheureusement, comme je suis rentré ben, très tardivement en fait du voyage. J'ai pas trop eu le temps de l'affiner à temps. Mais pour la semaine prochaine, normalement, vous aurez un nouveau format. Donc n'hésitez pas à me dire vous en penserez le moment venu. Et voilà, je l'ai dit en live, ceux qui étaient hier présents, je vous prévois pas mal de petites nouveautés pour ce retour, on va dire, de vacances. Donc voilà les gars, très content de vous avoir retrouvé et j'espère que la suite de la chaîne vous plaira. Pas mal de choses à venir, donc comme je viens de vous le dire. En tout cas, d'ici là, on se retrouve très bientôt dans la semaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA. Ciao les gars, de boomer que je viens de faire. Hein. Voilà, je vous laisse ce petit bonus. C'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Allez, salut les potes. Oh, salut les potes, c'est cata. Dans la fin, cata les gars. Bon, allez, je laisse ça, ça vous fera marrer. Allez, ciao. Ouais, pas fou aussi. Hein.